Je vais commencer par vous présenter l'association et la masterclass. D'abord, il y aura à la fin des… Alors, par contre, ouais, il y a des messages… Je les vire de la conversation. Ok. Ouais, c'est vraiment pas ouf. Les gens qui ne supportent pas qu'on leur ouais. laisse pas la parole tout de suite. Donc voilà, donc on va ignorer ça et juste on va essayer de continuer. Ça commence bien. Hein. Putain, on se fait insulter. Ok. Ouais. Donc on voit que ce sujet est important à aborder. La vidéo sera enregistrée si vous voulez ensuite la partager, la re-regarder et c'est en live en direct sur Facebook en même temps. Voilà, et il y aura un échange si on y arrive avec le public à la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et ceux qui sont là pour insulter, on les dégage. Donc voilà. Donc l'association Humans for Women est une association étudiante, intersectionnelle et antiraciste qui lutte pour une société égalitaire et déconstruite en accompagnant notamment des femmes en situation de vulnérabilité et en menant de nombreux projets d'action et de sensibilisation. Par exemple, des cours de français, des interventions dans des collèges ou dans des entreprises, des bibliothèques féministes. Voilà, on fait plein de choses. Et là, aujourd'hui, ce soir, on est ensemble pour le lancement d'un cycle sur la question des alliés et de leur rôle dans les mouvements féministes. On a pensé que cette question était très importante à aborder, surtout dans la période actuelle, où on a vraiment besoin de solidarité et de soutien, d'écoute, de bienveillance. Et donc pour nous, en tant qu'association intersectionnelle, c'est hyper important de parler de ce sujet des alliés. Donc aujourd'hui, on va se poser la question en tant qu'homme cis, qu'est-ce que c'est être un allié et comment agir en tant que tel. Voilà, et je vais faire aussi quelques rappels nécessaires. Ici, on parle donc des hommes cisgenres, c'est-à-dire le cisgenre, c'est le genre ressenti par une personne qui correspond au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Et donc, de ce rapport de ces hommes cisgenres aux femmes et à celles et ceux qui s'identifient comme tels. Ensuite, j'aimerais aussi dire que c'est pas parce qu'on est concerné qu'on est complètement déconstruite ou déconstruit et que voilà, il y a aussi de la misogynie, du slut-shaming qui existe entre femmes, mais ça c'est un autre sujet. Et troisième rappel qui est un des plus importants, c'est que le travail pédagogique qu'on va faire ce soir et qu'on est en train de faire, c'est pas quelque chose d'obligatoire et qu'on fait ça de manière bénévole et donc voilà, et que les femmes ne sont pas obligées de faire un travail pédagogique sur ça. Et du coup, ça me permet d'enchaîner avec la présentation de nos deux intervenants et intervenantes, donc Thomas Messias et Noëlla Dubois. Et donc, je vais vous laisser la parole pour vous présenter et présenter vos médias et votre parcours personnel. Et on va commencer par Noëlla, du coup, on peut enchaîner aussi sur cette charge pédagogique que ça représente, ce travail de déconstruction. Bonsoir, merci déjà pour cette invitation. Je suis super contente d'être là. Du coup, effectivement, moi, j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle Nos alliés les hommes, qui a un titre qui est un peu provocateur parce qu'il sous-entend que les hommes sont nos alliés, alors qu'en réalité, on sait qu'être un allié, du coup, on va en parler, mais ça demande beaucoup de travail et que c'est jamais acquis réellement. Et du coup, je fais effectivement ce travail pédagogique parce que, pour revenir sur la jeunesse de ce projet, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'hommes qui avaient envie de bien faire et qui ne trouvaient pas forcément les bons mots, les bons actes au bon moment. Et je me suis dit qu'au lieu d'être en colère dans mon quotidien parce que du coup, je suis confrontée à ça et que ça crée des oppressions supplémentaires et juste, c'est très désagréable. Je me suis dit que j'allais sortir de cette colère-là et créer un compte dans lequel je prenais le temps, thématique par thématique, de proposer des pistes de déconstruction. Alors,
c'est pour les hommes cis en priorité, bien sûr. C'est vraiment à eux que je m'adresse, bien évidemment. Et comme tu l'as très bien dit, il y a aussi des personnes, femmes non binaires, qui ont aussi besoin de se déconstruire. Moi-même, j'ai besoin de déconstruire encore plein de choses. Et donc, voilà, c'est comment on entre ensemble dans un travail sur ces questions d'être un allié, en fait. Comment on fait. Voilà. Merci. Thomas, du coup. Ah, alors le son de Thomas est bloqué. Andrea, si tu peux le démuter. Pardon, merci, c'est de ma faute. Il y avait du bruit et dans la rue, j'ai coupé et en fait, je ne pouvais pas remettre. Bonsoir, donc je m'appelle Thomas. Souvent, pour résumer ma vie, je dis que je suis prof le jour, je suis prof de maths dans un lycée en fait et journaliste la nuit. Et c'est pas loin d'être vrai. Et donc, j'écris notamment pour Slate.fr depuis 7 ans maintenant et j'ai créé il y a 2 ans un podcast pour Slate qui s'appelle Mansplaining dans lequel je parle de masculinité, notamment à travers le prisme du cinéma et des séries et aussi des essais ou des émissions de télé-réalité, pourquoi pas, parce que je trouve que c'est des bonnes façons d'illustrer les choses, d'illustrer des concepts et des principes qui sont pas toujours très compliqués, mais qui nécessitent d'être remis en avant régulièrement pour toucher le plus de monde possible. Et voilà, et donc mon podcast, notamment, il a pour but de s'adresser l'objectif, ce serait de s'adresser en premier lieu aux hommes cisgenres, même si on en parlera sans doute plus tard, on se rend compte que c'est pas forcément les premiers à venir consulter ce genre de contenu, quoi. Ok, et du coup, pour aussi introduire cette conférence et ce sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours personnel à toi de déconstruction depuis plusieurs années et d'où ça a commencé et voilà. Moi, j'ai du mal à dater les choses, mais tout ce que je sais, c'est que je reviens de loin. C'est-à-dire que j'ai... Et c'est jamais terminé. C'est-à-dire que je ne parle, encore une fois, je ne parle pas comme quelqu'un qui serait arrivé, qui aurait dépassé une ligne d'arrivée, qui serait arrivé, parce que ça n'est pas le cas, ça ne sera jamais le cas. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, j'ai accompli un travail personnel avant de faire un travail militant plus tourné vers les autres, parce que, comme beaucoup d'hommes et comme une majorité d'hommes, j'ai été sexiste au quotidien. Sur les réseaux sociaux, c'est une certitude, et dans la vie, dans la vraie vie, entre guillemets, très probablement aussi, parfois consciemment, parfois non. Voilà, j'ai un parcours jalonné d'erreurs, de faits ou de propos sexistes que maintenant j'essaye sur lesquels je continue à travailler encore à l'heure actuelle en me demandant qui j'étais il y a quelques années, pourquoi j'ai pu tenir tel propos, pourquoi tel humour me semblait acceptable, pourquoi je ne me rendais pas compte qu'il y avait des gens qui étaient concernés qui pouvaient mal vivre, mal prendre ce genre de choses. C'est venu petit à petit, c'est venu aussi par de longues conversations avec des femmes qui clairement ont fait mon éducation, dont celle que j'ai épousée. C'est venu aussi encore plus du fait que j'ai eu des enfants, j'en ai 3, 2 filles et un garçon. Quand on a des filles, on se pose, même si on est déjà un peu féministe avant, on se pose plus de questions. Et quand on a un garçon, on s'en pose aussi également parce qu'on se demande comment faire pour que ça ne devienne pas une sorte de nouveau complice supplémentaire du patriarcat, en tout cas le moins possible. Donc voilà, c'est aussi un enchaînement de situations de vie personnelle qui font qu'on s'interroge d'abord sur soi-même, et puis peu à peu, à force de s'interroger sur soi, on s'interroge sur le monde qui nous entoure, que ce soit dans les petits détails ou dans ces grandes phases, quoi. Du coup, je pense qu'on va d'abord aborder le sujet de qu'est-ce qu'être un allié au quotidien, enfin, dans les actes et dans la vie quotidienne. Et pour ça, je vais laisser la parole à Andrea qui va poser des premières questions. Active mon micro. Première question sur du coup comment être un allié au quotidien. Pourquoi être un bon allié, c'est d'abord agir, c'est d'abord dans les actions et dans nos actes au quotidien, et c'est plutôt un processus et pas une identité en tant que telle. Et est-ce qu'on peut s'auto-désigner comme allié? Voilà, c'est une question que je vous pose à tous les deux. Je ne sais pas qui veut commencer par prendre la parole. Comme vous voulez. Noëlla, du coup, je te laisse. Okay. Alors du coup, je vais répondre aux 2 questions. Je vais essayer de le faire le mieux possible en vous donnant mon point de vue. Du coup,
En fait, moi, je suis assez partisane on est défini d'abord par nos actes. Voilà. Donc, ce qui nous amène enfin, moi en tout cas, à penser que on agit et ensuite on peut se définir selon selon notre manière d'agir en fait. Du coup, je pense que nos luttes, enfin nos opinions, ne peuvent pas nous définir. Et du coup, se désigner soi-même allié, c'est aller trop vite, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Je pense que d'abord, c'est nécessaire de réfléchir, penser les choses, agir correctement, se demander comment on agit correctement. Et ensuite, on est défini. Et en fait, le fait de vouloir se définir soi-même, c'est vraiment une question qui m'a beaucoup travaillé. Il y a encore beaucoup d'hommes qui se disent féministes. Derrière, on leur dit bah non, ça c'est pas possible. Ensuite, qui se disent alliés et toujours pareil, on leur dit que bah non, en fait, se dire allié quelque part, c'est en fait c'est se définir à l'endroit où on n'est pas censé le faire. En fait, c'est-à-dire que pour moi, un allié, c'est moi qui vais le désigner allié. C'est l'entourage, c'est les femmes qui l'entourent, c'est les personnes concernées qui l'entourent qui pourront dire bah oui, selon moi et en m'appuyant sur ce que j'ai traversé avec cette personne, en m'appuyant sur son comportement et sa manière de se positionner aussi, parce que c'est pas simplement les actes, c'est aussi comment je me positionne, est-ce que je me remets en question, est-ce que je me pose des questions. Derrière, là, la personne peut dire bah là, je te considère comme mon allié. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle est irréprochable. Et ça aussi, je pense qu'on en parlera, mais être allié, ça ne veut pas dire être irréprochable. Bien sûr, on peut continuer à faire des erreurs, mais c'est le positionnement qui compte et c'est comment on se dirige vers l'avenir en se disant bah voilà, je vais peut-être me planter, je vais peut-être dire des trucs faux, mais je vais accepter d'entendre que on a des choses à me reprocher et qu'il faut que je change en tout cas. Du coup, ouais, mon avis, c'est que effectivement, c'est pas possible de sauter désigné allié. Merci beaucoup. Est-ce que Thomas, tu veux répondre du coup aux questions? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je suis tout à fait d'accord. Et moi, je me souviens alors déjà, je pense qu'il m'arrive encore très fréquemment, alors que je suis tout à fait d'accord avec ce que Noëlla vient de dire, il m'arrive encore très fréquemment de me définir comme pro-féministe ou allié féministe, parce que des fois, quand on a besoin de parler de soi ou de ses convictions, bah, par raccourci, parce qu'on n'a pas non plus 2 heures forcément pour expliquer qui on est, ce qu'on fait au quotidien, etc. Voilà, c'est pratique et c'est un raccourci. Mais en fait, il ne faudrait pas le faire. Et moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand j'ai vraiment commencé à essayer d'être plus impliqué quotidiennement dans l'ensemble de ces luttes, on va dire, je pense qu'une des premières choses que j'ai faites, j'étais très actif sur Twitter à l'époque, c'était de prendre ma bio Twitter et de la mettre à jour en écrivant, je crois que c'était le premier truc, j'avais dû écrire pro-féministe. Voilà, alors, il y a aussi le débat sur pro-féministe, allié, bon, tout ça est assez compliqué et parfois un peu vain, mais en tout cas, j'ai écrit que j'étais pro-féministe dans ma bio Twitter. Alors, c'était une façon de dire, c'était évidemment bien intentionné, c'était une façon de dire je suis quelqu'un de bien, ou en tout cas j'essaye de l'être. Voilà, vous pouvez me faire confiance, je ne montre pas de blanche et tout. Le truc, c'est que s'il suffisait d'écrire pro-féministe dans sa bio Twitter, effectivement, ça se saurait. Et d'ailleurs, maintenant, ce qu'on constate, et j'ai entendu Noëlla en parler il y a quelques jours, et c'est quelque chose qu'on constate vraiment, et les femmes autour de nous le disent, c'est que sur les applis de dating, par exemple, le nombre d'hommes qui se disent féministes ou alliés féministes ou pro-féministes, il est énorme, et que maintenant, c'est juste une sorte d'hameçon destiné à dire regardez, je suis extrêmement safe et je suis féministe, voilà, et donc venez me voir, et donc swiper. Alors, je ne sais jamais de quel côté vous swipez, parce que je ne pratique pas ce genre d'appli, mais voilà. À droite. Et en fait, maintenant, on se rend compte que cette étiquette, elle veut vraiment plus rien dire. Tout comme elle a été imprimée sur des t-shirts, c'est tellement galvaudé, féministe ou pro-féministe ou allié féministe, qu'il faut forcément aller voir beaucoup plus loin sur qui est la personne, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas au quotidien, comment elle agit. Et donc, oui, clairement, maintenant, si un homme se dit pro-féministe ou féministe, c'est très, très, très loin d'être suffisant, et ça l'est encore moins qu'il y a quelques années. J'ai une autre petite question. Est-ce que du coup, il faut déconstruire toute forme essayer pour le coup de déconstruire toute forme de virilité, de masculinité toxique pour du moins essayer d'être un bon allié? Comment on fait en fait, notamment quand on est un homme cisgenre, pour déconstruire cette masculinité toxique qui
nous caractérise, qu'on vit tous les jours, quoi. Le truc, c'est qu'elle est partout. Genre, c'est dans l'air ambiant. Et donc, malheureusement, s'il y avait un mode d'emploi précis en disant, voilà, étape 1, étape 2, étape 3, ça se saurait et ce serait génial. Enfin, ce serait génial. Ce serait pratique. Je crois que pour moi, ça commence par le fait de faire un pas en arrière, prendre déjà et s'observer soi-même avant tout, parce qu'on est plein de, voilà, on est des fruits du patriarcat et de cette société, et donc le but, c'est déjà de reconnaître ses propres erreurs, de les questionner, de se demander pourquoi on les a commises, de se demander si on les recommettrait maintenant. Il y a déjà tout ça. Et puis après, à force de se poser ces questions-là, et donc d'accepter de reconnaître ses torts, ce qui est déjà un pas assez important, on se rend compte que effectivement, le sexisme est partout, qu'il n'y a pas de petits combats, mais que en fait, les combats, ils sont multiples, et qu'il faut être une sorte de mille pattes et je sais pas, de pieuvre qui va combattre mille trucs à la fois, et se combattre soi-même aussi. Et donc, ouais, il faut déconstruire tout ça. Mais alors, je serais extrêmement vaniteux si je vous disais, voilà, il faut faire comme ci, comme ça, et dans cet ordre-là, parce que bah, j'ai déjà pas la clé à 100% pour moi-même, alors pour les autres, encore moins. Noëlla, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bah oui, je suis entièrement d'accord avec Thomas qui est mieux placé que moi pour traiter ce sujet-là, en tout cas des masculinités, de la virilité. Après, je pense que ce qui est important d'avoir en tête, et en tout cas c'est mon avis, c'est que en fait tout est à déconstruire. C'est pas seulement aux hommes de déconstruire la masculinité, c'est aussi à tout le monde de déconstruire la virilité, la féminité, qui qu'on soit en fait, quel que soit notre genre, qu'on soit, enfin, voilà. Et du coup, bien évidemment, la virilité, la masculinité, il faut les déconstruire. Comment? C'est toujours le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, comme dit Thomas, bah, il n'y a pas de manuel. Hein, donc, faut passer par tous les moyens et surtout être très ouvert d'esprit. Et après, il faut tout déconstruire le reste, c'est-à-dire notre rapport à l'autre, les modèles patriarcaux, les codes sociaux, tout ce qui fait notre monde, en fait. Et c'est là que c'est compliqué, comme dit Thomas, c'est que c'est un travail immense, quoi. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter à la virilité, même si c'est effectivement un premier pas, quoi. Un premier ou un deuxième, comme dit Thomas, parce que du coup, ça peut intervenir dans... On peut commencer à s'intéresser à tout ça en commençant par la virilité, en se disant quand même c'est vachement toxique ce truc, je vais peut-être arrêter. Et en fait, ça amène aussi tout le reste. En fait, c'est aussi boule de neige. Hein. Quand on commence à déconstruire un sujet, on se rend compte que très rapidement, il y en a 1000 autres qui arrivent et à la fin, on est là genre, ah oui, en fait, c'est beaucoup de travail. Thomas, tu l'as dit, la déconstruction, elle commence d'abord par soi-même. Comment? Je pense que c'est compliqué. Enfin, ça vient pas. C'est pas miraculeux. Je pense. Enfin, il est possible et ça doit exister que des hommes un jour se réveillent et se disent, mais au fait, tel comportement que j'ai eu, ça va pas, ou au fait, ce culte du corps que j'ai, c'est pas possible. Mais très honnêtement, cette épiphanie-là, j'y crois assez peu. En tout cas, elle ne doit pas être très fréquente. Je pense que déjà, ça naît forcément de... Enfin, il est toujours très important de rappeler sans cesse que c'est souvent parce qu'on a des femmes autour de nous qui ont fait un travail de pédagogie, ou que ce soit par une conversation presque anodine ou par vraiment quelque chose à bâton rompu, où on nous explique pourquoi effectivement les hommes ont des privilèges, etc., etc. Donc je pense que d'abord, ça naît forcément du fait d'avoir un peu entendu, d'avoir enfin ouvert ses oreilles et d'avoir entendu des personnes concernées qui nous expliquent ce qu'elles vivent, qu'elles subissent cette domination et comment ça se traduit concrètement. Donc je pense que c'est ça le point de départ. Alors, on sait bien que le problème, c'est qu'il y a énormément d'hommes qui... Alors, il y en a qui refusent vraiment de façon vindicative d'entendre ça, qui pensent même que la domination masculine, ça n'existe pas. Il y en a encore énormément. Il y a aussi ceux qui vont juste rester poliment passifs en se disant ouais, bon, peut-être elles exagèrent un peu, ou peut-être voilà. Et ça, c'est que quand je dis ça, je parle de ces gens, mais en fait, c'est quelque chose que moi-même, même si c'est des sujets sur lesquels je travaille et qui me passionnent, cette passivité-là, cette paresse intellectuelle, il peut m'arriver de l'avoir aussi. Encore une fois, on n'est pas des modèles de vertu ou de perfection. Donc voilà, il faut accepter d'entendre les choses, il faut accepter après de se dire
bah, c'est pas normal en fait. Il n'y a pas de raison que moi, parce que je suis né comme ci, comme ça, avec ça sur ma carte d'identité, je vive mieux que ma voisine ou que ma femme ou que n'importe quelle femme croisée dans la rue. Et déjà ça, encore une fois, c'est déjà un pas très important parce qu'en fait, c'est tellement simple, pour nous les hommes cis, de rester sur notre position et de pas se poser de questions et de se dire, bah, en fait, non, la vie, c'est pas si compliqué, quoi, ça va. Enfin, faites un petit effort, vous allez gravir les échelons dans votre entreprise, il n'y a pas de problème, pourquoi vous vous plaignez, il suffit de travailler comme tout le monde. Mais non, mais dans la rue, ça va, en fait, moi, il m'est jamais rien arrivé, enfin, et puis il met un pantalon, et puis voilà, et en fait, on alimente la culture du viol comme ça, et puis ben voilà, si on refuse de se poser des questions, on peut continuer à faire notre vie sans problème, et puis on fait rien avancer, quoi. Et on alimente au contraire toute cette société patriarcale, en fait. Noëlla. Merci beaucoup. Noëlla, oui. Alors pourquoi elle commence par soi-même la déconstruction et puis comment elle arrive à nous, ça c'est moi je peux parler que de mon point de vue et je pense que ça et en soi ça répond à la question très simplement, c'est-à-dire que pourquoi moi je peux parler que de mon point de vue parce que malgré toute l'empathie du monde, mon point de vue c'est le seul que j'ai vraiment. Après je peux écouter ceux des autres et me mettre à leur place et exercer du coup ce qu'on appelle l'empathie, mais tout commence par nous-mêmes en fait et je pense que en fait, et d'ailleurs ce que je veux dire aussi c'est que avec la question de la déconstruction, il y a aussi un amalgame qui est fait et qui peut aller vite, c'est l'idée qu'on se déconstruit. Et comme disait Thomas au début de ce live, il n'y a pas une ligne d'arrivée et surtout, ça ne concerne pas qui on est, mais plutôt les codes. En fait, la déconstruction, c'est déconstruire quoi? C'est pas se déconstruire soi, c'est déconstruire les codes et les valeurs qu'on nous a inculqués depuis qu'on est né et qui sont ancestraux. C'est ça qu'on essaie de déconstruire. C'est pas nous concrètement. Nous, on se débat là-dedans en fait. Moi, la déconstruction, du coup, elle m'est arrivée parce que j'allais mal en fait à un moment donné dans ma vie et que j'ai commencé à lire des trucs. Et en fait, tout est parti d'une BD de Liv Strömquist que j'ai lue qui s'appelle Les Sentiments du Prince Charles. À l'époque, en fait, moi, ma déconstruction, elle est venue surtout du sentiment amoureux. Elle est surtout venue de qu'est-ce qui se passe dans ma vie sentimentale, pourquoi c'est autant la merde. Et en fait, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est l'effet boule de neige. J'ai commencé à lire cet ouvrage, je me suis dit, ah, mais c'est quand même vachement bien ce qu'elle raconte. Et de fil en aiguille, j'ai lu d'autres choses et je me suis dit, mais quand même, il y a plein de trucs qui vont pas, c'est pas possible. Et de là, j'ai commencé à moi faire un travail sur moi-même. Mais en réalité, oui, la déconstruction, je vois pas comment elle peut. Après, quand on est moins concerné, en tout cas, j'aime pas dire ça parce que je pense que tout le monde est concerné par ces questions-là. Mais peut-être que quand on est un homme cis, notre envie de nous déconstruire vient de ce qu'on voit chez les autres et en l'occurrence chez les femmes. Et bien sûr que quand on a une personne qu'on aime et qui nous dit des choses et qui nous demande d'avoir des choses, je pense que l'amour, il est... Ah, je suis hyper dans l'amour là, dans mon discours, mais en fait, je pense que vraiment, l'amour, en fait, ça nous amène à des choses folles, quoi. Et du coup, par amour, on se dit, bah oui, mince, en fait, où est mon empathie? Elle est là. Et donc, ah si, je mettais ces lunettes-là pour voir le monde. Et quand on se rend compte que c'est pas super beau à voir, on se dit, bon, peut-être que je peux faire quelque chose pour que ça change, quoi. Et puis, en fait, moi, mon objectif, même s'il est extrêmement utopique, c'est d'amener d'autres hommes à prendre conscience de choses et à faire un chemin aussi lent et pénible puisse-t-il être. Et je trouve que ça serait extrêmement malvenu de ma part, par exemple, d'essayer d'expliquer à des hommes quel est le problème dans leur comportement ou comment ils doivent avancer ou comment ils peuvent avancer si moi-même, j'ai pas essayé de faire le boulot au moins un peu pour moi-même au départ. On voit ça beaucoup j'ai vu des documentaires sur des groupes de parole, soit d'hommes qui avaient pu être violents, soit dans ce genre de choses, et on se rend compte qu'en fait, les participants de ces groupes de parole trouvent toujours que ce que font les autres, c'est horrible, et trouvent que ce qu'eux, ils ont fait, c'est justifié. Oui, elle m'a énervé, oui, machin, enfin, vous connaissez ce genre de rhétorique. Et je trouve que c'est un peu pareil aussi pour les hommes qui souhaitent déconstruire leur rapport à la masculinité, à la virilité. C'est que on a toujours l'impression que nos potes sont sexistes, que nos collègues le sont, et si on n'arrive pas à se rendre compte qu'on l'est nous-mêmes au quotidien par plein de façons,
enfin, je veux dire, c'est que notre vision, elle est complètement foireuse, quoi. Oui, d'ailleurs, je me permets de rebondir là-dessus, sur la question de l'entre-soi, des groupes de parole, tout ça. Ce qui, moi, m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est un peu mon sujet de prédilection, c'est ces groupes d'hommes qui parlent entre eux de ces sujets-là et qui, moi, me posent vraiment question parce que je trouve ça assez dingo de se dire qu'en en parlant entre nous, entre personnes problématiques, parce que du coup, en tout cas appartenant à un groupe qui est problématique, qu'est-ce qu'on va réussir à faire en fait? Est-ce que vraiment on n'a pas besoin et ça, c'est aussi du coup la question de qui prend la parole à un moment donné pour dire quelles solutions on peut apporter. Et bien évidemment, je pense que la parole des hommes, elle est à écouter et attentivement parce qu'elle est passionnante en fait. Parce que moi, je ne suis pas un homme cis, hein, donc je ne sais pas ce que vit un homme cis. Je pense qu'en plus, la complexité, c'est aussi que tous les hommes vivent des choses différentes. Toutes les femmes aussi, on n'est pas, parce qu'on appartient à un groupe identique chacun. Et du coup, c'est comment on arrive à écouter l'autre et à surtout pas rester dans un entre-soi qui fait que même si on essaye de trouver des solutions, si on reste entre nous et qu'on n'écoute pas l'autre, bah, il y aura pas enfin, les solutions ne viendront pas automatiquement, quoi. Enfin, moi, j'ai un peu dérivé du sujet principal. Merci beaucoup. J'ai une petite question un peu plus dans les faits. Comment on fait pour essayer d'être un bon allié dans notre quotidien? Est-ce que vous pouvez nous donner des situations concrètes de comment dans notre quotidien, avec nos amis, avec nos proches, au travail? Voilà. C'est un peu vaste comme question, mais... Vas-y Alors, Thomas, si tu veux. ouais, alors en fait, en réalité, c'est pareil, tout ça. Est-ce que c'est à moi de dire comment être un bon allié? On va dire que je peux donner des exemples, mais évidemment, il est pas. Enfin, encore une fois, j'ai pas de recette, j'ai pas de formule magique, et je suis pas arrivé sur une sorte de montagne miraculeuse où ça y est, je suis l'homme déconstruit à 100% et qui peut donner des leçons. Donc, on est bien d'accord que tout ça, c'est des pistes. Mais ça commence déjà par essayer de ne pas être complice de certaines choses. Parce qu'après, on peut être vraiment actif et militer activement pour des choses, mais on peut déjà en refuser d'autres. On peut refuser les propos ou les blagues sexistes à la machine à café, comme on dit souvent. Enfin, moi, en l'occurrence, c'est en salle des profs. Euh, et, c'est-à-dire déjà de commencer par montrer que tel propos ou telle blague n'est pas recevable dans un espace public, entre adultes notamment, entre gens responsables. En plus, pour moi qui suis prof, entre gens qui devons prendre en charge des jeunes gens et participer à leur éducation. Donc ça commence par ça commence par ne pas rire à ces blagues sexistes. Ça commence par après, deuxième étape. Mais pareil, c'est pas simple, c'est pas forcément simple. Il faut arriver à marquer son opposition à ces propos ou à ces blagues en prenant la parole. Et ça, c'est très compliqué. Débarquer un jour et arriver à dire non mais écoute, ta blague, c'est juste pas possible, tu ne peux pas dire ça de telle femme, tu peux pas dire ça des femmes en général, tu peux pas dire ça de tel élève, parce que ça arrive qu'il y ait des propos à propos des élèves. C'est très compliqué au départ, il ne faut pas se mentir, parce que on sait qu'on va être forcément mis de côté, on va être désigné comme le rabat-joie, l'empêcheur de blaguer, l'empêcheur de... Enfin voilà, on va entendre on ne peut plus rien dire. On va nous dire, bah ouais, mais il y a 3 mois, ou il y a 6 mois, ou il y a 2 ans, ce genre de blague, ça te faisait rire. Et effectivement, moi, je veux dire, c'est des choses que j'ai entendues parce que c'est la réalité. Moi-même, des blagues sur le viol, mais j'en ai fait des milliards quand j'étais ado, notamment. Et donc voilà, c'est un exemple, mais rien que moi, cet exemple-là, je le trouve assez parlant parce qu'en fait, on voit que déjà, il y a plusieurs étapes. Je vous dis, il y a je refuse de rire, il y a je m'insurge, et il y a je m'insurge plusieurs fois. Et je ne lâche pas tant que mes collègues n'ont pas enfin compris qu'il fallait qu'ils la bouclent et qu'ils arrêtent ce genre de propos ou ce genre de blagues. Et j'accepte de ne plus faire partie de leur cercle parce que forcément, je m'en exclus. Et donc, j'accepte de potentiellement m'isoler. Donc voilà un exemple. Il y en aurait d'autres. Et là, je vais te laisser la parole si tu as d'autres exemples ou d'autres choses à dire, évidemment. Mais voilà, ça se joue vraiment minute par minute dans notre quotidien. Il y a des milliards de façons d'agir, en fait. En fait, ce qui est
intéressant, c'est que pour pouvoir agir, il faut d'abord voir les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir sur un réel qu'on ne voit pas, qu'on voit pas en fait. Si on ne se rend pas compte qu'une blague est sexiste, comment agir? C'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord faire le travail sur soi dont on parlait tout à l'heure, et il y en a beaucoup à faire pour ensuite avoir les bons déclics et savoir comment réagir quand du coup j'entends une blague, j'entends que c'est une blague sexiste ou raciste ou tout le reste d'ailleurs, tout ce que oppressive en fait, parce que l'humour noir aujourd'hui c'est quand même du grand n'importe quoi, donc il est très oppressif. Et donc, quand j'ai déconstruit ça et que j'entends une blague qui est problématique, là, je peux éventuellement intervenir. Et je suis d'accord avec Thomas, en fait, agir, c'est aussi refuser des fois d'accepter, en fait, de refuser de faire partie d'un groupe qui pose problème. C'est dire non, là, c'est ma limite, là, c'est pas possible. C'est faire remarquer aussi aux gens qui sont problématiques qu'ils le sont. C'est-à-dire que et c'est chiant parce que tu passes pour un moralisateur et effectivement, peut-être qu'on va te dire, bah mec, tu fais chier en fait, tu fous une sale ambiance, mais à un moment donné, quand on entend quelqu'un de problématique, on peut lui dire, on a le droit de lui dire, là, ce que tu viens de dire, ça me heurte en fait, ça me touche, ça ne me correspond pas, je suis pas d'accord, je veux pas valider et je veux pas que les gens aussi autour de moi pensent que ça, je le valide et que du coup, je dis rien. En fait, prendre la parole, c'est déjà énorme parce que très souvent, ce qu'on voit, c'est que il se passe plein de choses très très problématiques et personne ne dit rien. Enfin, c'est quand même le quotidien ça. Donc effectivement, déjà réagir, c'est une manière d'agir. Après, pour ce qui est du quotidien, il y a tellement de choses à faire. Enfin, moi, je pense que la force d'amour, c'est un truc qu'on a trop oublié. Pardon, je reparle encore d'amour, mais la force d'amour, la force de donner du soutien, de donner des encouragements, de dire je suis là, d'être à l'écoute, de se remettre en question, c'est juste, en fait, primordial. On en a besoin. On a besoin de cette force d'amour et les alliés, ils peuvent apprendre à donner tout cet amour que les femmes donnent, que beaucoup donnent sans attendre en retour. Et je pense que c'est juste le moment maintenant de le rendre, en fait, cet amour-là et d'être des soutiens, d'être à l'écoute, d'enregistrer quand on donne une information et d'en s'en souvenir, d'avoir des petites attentions. C'est con et c'est peut-être un espèce de féminisme bisounours que je défends là, mais pour moi, c'est vraiment primordial parce que, en fait, respecter l'autre, le prendre en compte et lui faire du bien, en fait, c'est primordial, quoi. Donc, bien évidemment, là, je parle pour les gens qui ne sont pas violents, qui ne sont pas problématiques à ces endroits-là, parce que ça me semble couler de source qu'être un allié, bien évidemment, c'est ne pas être violent. Mais je pense que c'est temps de passer la barre au-dessus. En fait, là, on ne demande plus aux hommes qu'ils arrêtent de nous frapper et de nous tuer. On demande aux hommes qui nous envoient de l'amour. Et je pense qu'en fait, la balance, il faut qu'elle s'équilibre et que du coup, on reçoive ce qu'on mérite de recevoir, quoi. Tu as raison. Et c'est vrai qu'on entend des hommes dire non, mais ça va, j'ai jamais frappé personne, j'ai jamais frappé de femme. Donc, sous-entendu, c'est suffisant. En fait, c'est normal et c'est juste le point de départ. Mais comme tu dis, oui, l'un des mots-clés, on ne l'a pas prononcé, mais enfin, c'est ce dont tu viens de parler, c'est l'empathie. Et l'empathie, en fait, le souci, c'est que c'est aussi dans l'éducation, c'est-à-dire que l'empathie, schématise souvent un peu en disant que c'est un truc qu'on apprend aux petites filles quand on leur file une poupée très tôt et qu'on leur demande de s'en occuper, ou qu'on leur demande après de s'occuper de leurs frères et sœurs, parce que c'est ce qui se passe quand même très souvent quand il y a plusieurs enfants. Et par contre, l'empathie, c'est pas un truc qu'on apprend beaucoup aux petits garçons, parce que eux, on leur apprend à être des durs, on leur apprend à gravir les échelons, on leur apprend à jouer des coudes pour être les premiers. Et ça fait des adultes des hommes adultes qui ne savent pas faire preuve d'empathie, qui ne savent pas effectivement se mettre à la place des gens qui les entourent et qui ne savent pas du coup reconnaître les oppressions, les mécanismes de domination et les situations dans lesquelles les personnes concernées sont en détresse. Et c'est vraiment, vraiment essentiel. Et effectivement, avec des hommes beaucoup plus empathiques au quotidien, je pense qu'il y aurait on ferait déjà un sacré pas en avant. Et du coup, Noëlla, déjà, j'aimerais bien savoir pourquoi tu t'es mise à faire ce compte Instagram, parce que je crois qu'il est assez récent. Et aussi, comment tu t'y prends, parce que j'ai l'impression que c'est quand même des solutions assez concrètes que tu donnes à chaque fois, des pistes, comme disait Thomas.
Voilà, comment tu construis ton propos de travail pédagogique sur ce compte Instagram au quotidien, justement. Alors, pourquoi je l'ai créé ce compte? En fait, je l'ai créé pour deux choses. Parce que d'abord, pendant le premier confinement, j'ai eu une conversation hyper violente avec un gars sur Facebook, un mec que je connaissais vaguement de la ville où j'étais avant, qui avait fait une blague que j'ai trouvée sexiste, et j'ai osé lui dire que cette blague me mettait vraiment profondément mal à l'aise et que je n'étais pas contente de voir ça sur mon feed, que ça ne me faisait pas rire. Et ce gars-là, bien évidemment, a très mal réagi. Il a rameuté un tas de copines à lui pour m'humilier publiquement en disant que toutes ses copines féministes, elles se foutaient bien de ma gueule et que j'étais vraiment ridicule et que je faisais vraiment du mal au féminisme. Et là, je me suis dit, mais qui est cette personne pour me dire ce que je fais au féminisme, en fait? Donc, c'est la première chose, ça m'a beaucoup énervée. Et la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte, parce que avec une amie qui est ma colocataire, on a eu des expériences avec des mecs, en fait, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de garçons qui étaient très gentils, vraiment très gentils, mais complètement à côté du sujet, et qui ne savaient pas comment faire, qui étaient hyper maladroits à plein d'endroits et qui posaient problème sans vouloir poser problème. Pas parce que c'était des mascus toxiques qui nous voulaient du mal et qui détestaient les femmes. Simplement parce que vraiment, ils étaient à l'ouest, quoi, complètement ailleurs. Et là, je me suis dit, bon, ça suffit, quoi. Entre l'autre qui me dit que je fais du mal au féminisme et les mecs qui sont super gentils, mais punaise, il faut tout leur expliquer, voilà. Moi, je vais créer un compte et puis je vais leur dire mon mode d'emploi. Alors, voilà. Franchement, comme disait Thomas, en réalité, des modes d'emploi, il n'y en a pas. Mais en fait, moi, mon compte, il est très perso. Je ne parle pas au nom des féministes, je parle vraiment en mon nom à moi. C'est Noëlla, je parle, je vous dis des trucs. J'écris des choses et du coup, ça me libère aussi vachement d'un poids, quoi, de dire que c'est moi qui parle, en fait. Et bon, alors, bien évidemment, je me suis rendu compte que du coup, il y avait quand même beaucoup de femmes et de féministes et d'autres personnes qui trouvaient ça cool et qu'a priori, je n'étais pas non plus en train de dire des trucs complètement aberrants. Donc, je continue. Et après, pour ce qui est de l'écriture, je suis très impulsive. Moi, j'ai des écritures. Il y a un sujet qui me vient en tête et en fait, j'écris sans trop me poser de questions. Je construis pas, je fais pas des plans. Je me prends pas trop la tête. C'est assez instinctif, quoi. Et j'ai aussi réussi à me débarrasser de j'ai pas tout lu, j'ai pas tout vu, parce qu'effectivement, j'ai pas lu tous les livres sur le féminisme et sur tous ces sujets-là. J'ai pas tout lu, c'est pas possible. Et je me suis dit, tant pis, en fait, à un moment donné, j'ai envie de prendre la parole, je le fais. Et puis si ça plaît pas, tant pis. Mais voilà. Ok. Et Thomas, toi, par contre, j'ai l'impression que c'est plus lié à, le podcast, c'est vraiment, tu pars de sujets d'actualité pour ensuite, pour montrer en quoi ça représente justement toutes ces problématiques. Ça dépend en fait. Mais en fait, ce podcast, il est vraiment très très fidèle à ce que je suis, à ce que j'essaye d'être. Et avant que Slate lance des podcasts, je faisais déjà un peu la même chose sous forme d'articles écrits. En fait, il y a deux possibilités. Ça m'arrivait je vais énormément au cinéma notamment, et ça m'arrivait de sortir d'un film. Et à force de l'observer sous le prisme des rapports de genre notamment, ça m'arrivait d'en sortir très énervé alors que le film avait été encensé, parce que je trouvais qu'en termes de représentation des femmes ou de valorisation des personnages féminins, je trouvais que c'était juste pas possible, ou de culture du viol aussi, c'est quelque chose qui est encore très régulièrement présent dans les films. Donc il y a cet axe-là, partir du cinéma par exemple et se dire voilà tout ce qui va pas, et du coup voilà tout ce que ça peut après mettre dans la tête des spectateurs et spectatrices qui après risquent d'appliquer le même genre de principe à leur vie quotidienne. Et puis à l'inverse, effectivement, il y a le fait d'observer un fait d'actualité ou un principe observé par les théoriciens et théoriciennes du féminisme. Ça peut être tout simplement justement le mansplaining, par exemple, ou la culture du viol, ou, voilà, ou les boys clubs, et puis chercher à l'illustrer au contraire par des exemples culturels que j'essaye de choisir plutôt accessibles, avec des films qui soient trouvables, qui soient visibles, parce que c'est malheureusement pas le cas de tous les films, et qui soient
qui soient pas, en tout cas pas uniquement des drames poisseux et austères, mais que aussi on puisse se rendre compte qu'avec des comédies américaines ou des comédies françaises, on puisse tout à fait illustrer pas mal de choses et en tirer des enseignements, quoi. Mais parce qu'en fait, c'est assez fidèle à ce que je suis maintenant en soirée. Il y a eu cette fameuse une de Valeurs Actuelles il y a quelques mois sur Elle casse l'ambiance en soirée. Et c'est un peu ce que je suis très loin d'être le seul, mais c'est un peu ce que je fais aussi un peu parfois, c'est-à-dire dans les conversations, on finit par, des sujets féministes liés au féminisme finissent par être évoquées, et des types finissent par te dire qu'elles sont toutes hystériques ou que ci ou que ça. Et parfois, un exemple d'une série très connue ou d'un film très connu, ça permet vraiment de leur expliquer pourquoi ils ont tort. Ça ne veut pas dire que je vais les avoir convaincus à la fin, mais ça permettra au moins que sans déballer un attirail trop théorique et trop du coup pénible, surtout pour un contexte de soirée un peu festive, je puisse avoir fait un peu ma petite démonstration pour essayer de les convaincre. Donc voilà, c'est de ça que parle le podcast, c'est d'essayer de rester accessible, mais tout en essayant de pousser les gens à avoir envie d'évoluer, quoi. Oui. Et par rapport à un peu tout ce que vous avez dit depuis le début, en fait, la première chose qu'on a tendance à dire à des hommes en tant que féministes, c'est que le premier truc à faire, c'est se taire et écouter. Mais en fait, ça ne suffit pas. Et donc j'aimerais avoir vos avis sur est-ce que c'est suffisant ou est-ce que c'est une première étape. Voilà, il faut aller plus loin. C'est une question compliquée parce que oui, clairement, et on me le dit encore très régulièrement, et je l'entends et je continue à le réfléchir dans mon coin. On me dit effectivement, un bon allié féministe, c'est quelqu'un qui effectivement s'assoit au dernier rang et qui écoute. Et c'est ce que je fais en fait beaucoup. Sauf que à d'autres moments où d'autres personnes vont me dire non, mais sur tel sujet, les mecs, on vous entend jamais, ça veut dire vraiment que vous vous sentez pas concerné. Donc, il y a ces deux choses, et il est très difficile de se positionner entre les deux. Et donc, je ne connais pas le positionnement idéal. Moi, j'ai un podcast où je parle de ça, et en plus, on peut le dire, et c'est un problème. Mais il faut dire les choses. C'est un podcast pour lequel je suis payé. Donc, on peut tout à fait, et c'est aussi quelque chose que j'entends me dire, mais tu te rends compte, tu es payé. En fait, la domination masculine, finalement, te permet d'être rémunéré, de gagner en partie ta vie. Et oui, j'ai pas de réponse forcément à apporter à tout ça. Et donc, voilà. Donc, à la fois, je me dis, si les hommes, on se contente d'écouter et de se taire, est-ce que les autres hommes vont arriver un jour à être peut-être un peu convaincus? Et en même temps, si on ne fait que parler et qu'on laisse pas la parole aux femmes, déjà, ça montre qu'on n'a pas tout compris. Et puis, voilà, c'est très très compliqué ce débat. Et du coup, moi, je me dis, alors encore une fois, par exemple, ce problème de la rémunération s'en est un, vraiment. Mais je me dis qu'avec un podcast, avec un quart d'heure toutes les 2 semaines, un truc qu'on a le droit d'écouter ou pas, un truc où moi, en tout cas, j'ai pas complètement l'impression de prendre la place de quelqu'un. Oui, certes, ce podcast, il pourrait être fait par une femme, mais par ailleurs, des podcasts sur les masculinités, il en existe d'autres faits par des femmes. Les couilles sur la table et d'autres. Donc, j'ai pas totalement l'impression de prendre la place de quelqu'un, même si parfois ça m'empêche de dormir parce que je me dis, en fait, si, un peu. Voilà. Mais le positionnement des hommes, sans les plaindre et sans me plaindre, il n'est pas évident. C'est pas facile de savoir où se placer en termes de curseur. Oui, là. Sur cette question-là de se taire ou de parler, moi, mon avis, c'est que, en fait, la question, c'est de savoir quand est-ce que c'est le moment pour parler et quand est-ce que c'est le moment pour se taire. Il y a des temps pour tout. La prise de parole, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est le moment, effectivement, de juste se taire et d'écouter ce que les autres ont à dire. Mais en fait, quel que soit notre genre, particulièrement sur les questions de féminisme, quand on est un homme cis et que on écoute quelqu'un parler d'un sujet, c'est toute la question du mansplaining d'ailleurs. En fait, c'est juste stopper ce vomi verbal, arrêter de parler et juste écouter les personnes qui sont directement touchées par les questions parce qu'elles savent mieux en fait. Et puis que du coup, effectivement, sur la question de est-ce que je suis bien placée pour parler à cet endroit-là, déjà, rien que le fait de se poser la question, c'est déjà pas mal.
Et ensuite, oui, il faut savoir se positionner, se poser les bonnes questions, continuer à aller plus loin. Est-ce que si je fais ce podcast, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient pu vouloir faire ce podcast, mais qui ne sont pas des hommes cis? Est-ce que je vole la place de quelqu'un ou pas? Du coup, voilà, c'est genre, juste pour moi, se poser la question, est-ce que celle-là, c'est le moment pour moi de prendre la parole? Par exemple, quand tu entends quelque chose qui n'est pas OK, est-ce que là, il vaut mieux que je me taise ou est-ce qu'il vaut mieux que je parle? Ben, là, quand on entend une blague sexiste, il vaut mieux parler, il vaut mieux intervenir. Par contre, quand je suis dans une conversation en soirée, il y a quatre personnes autour de moi qui parlent des règles, des menstrues, de l'endométriose ou je ne sais pas, d'un sujet que je ne maîtrise pas en tant qu'homme cis, bah tiens, je vais écouter. Là, c'est le moment d'écouter. C'est pas le moment de dire ah mais les règles, arrêtez avec ça. Là, c'est le moment d'écouter tout simplement. Donc, je pense que juste la complexité, c'est que bien évidemment, personne ne va écrire un manuel pour dire quand est-ce que c'est le moment de parler et quand est-ce que c'est le moment de se taire. Flemme de faire ça. Mais par contre, en fait, on peut vraiment juste se poser la question tout le temps. C'est-à-dire, là, est-ce que ma parole, elle est bienvenue? Est-ce qu'on m'a posé une question? Ou est-ce qu'on m'a rien dit? Et dans ce cas-là, je me tais. Et c'est valable tout le temps, au quotidien. Et quand je vais en manif, quand je suis blanche, je vais en manif Black Lives Matter. Je prends pas un haut-parleur pour créer des trucs en fait, je me tais. Là, c'est le moment de se taire. C'est le moment d'être là, mais de se taire. Et c'est tout le temps dans la vie, tout le temps et pour tout le monde en fait. Et je pense que la question de la parole des hommes, elle est intéressante parce que on leur apprend pas. En fait, je pense qu'on apprend moins aux hommes à se taire qu'aux filles, qu'on silencie très souvent et dans l'éducation. Et du coup, un homme aujourd'hui est complètement perdu, potentiellement, parce que lui, on lui a toujours dit que c'était OK qu'il prenne la parole en fait. Donc pourquoi là on lui dit de se taire? Qu'est-ce que c'est Et donc je pense que c'est là que ça se joue en fait. C'est juste réussir à trouver les temps qui correspondent à ce que je suis censée faire. Quand est-ce que je prends la parole ou quand est-ce que je la prends pas? Après, Je rebondis juste 2 minutes. Je rebondis juste là-dessus, parce que je suis en train de réguler aussi les commentaires du live Facebook. Donc, je rebondis sur ce que tu dis, Noëlla. Donc, à toutes les personnes que je vois mettre des commentaires un peu, je vais pas mettre d'adjectifs ni de définition, ce serait le moment de se taire et d'écouter. Voilà, je voulais juste rebondir là-dessus parce que je vois plein de commentaires défiler et c'est assez embêtant pour cette discussion qui est très intéressante, très enrichissante. Excuse-moi, Faustine, je te laisse continuer. Pardon, je voulais juste... Oui, non, mais du coup, oui, je voulais dire qu'il y avait aussi ce danger de se dire que du coup, vu que les hommes ont plus facilement la parole, ce seraient des bons porte-parole pour le combat féministe et que du coup, en fait, il faut les laisser aussi parler, prendre le devant de la scène et qui portent notre parole. Non. C'est-à-dire que moi, je constate, via mon podcast notamment, mais pas uniquement, que j'ai beaucoup en fait, surtout d'auditrices qui m'écrivent, qui me disent je fais écouter ton podcast à mon mec, à mon père, à mon frère, à mes potes. C'est très souvent le cas, de plus en plus même. Et souvent, elles ajoutent pour beaucoup que c'est plus facile de leur faire écouter ce podcast qu'un autre parce que c'est fait par un homme. Parce que si c'était fait par une femme, clairement, pour eux, ce serait, je mets des guillemets, mais c'est souvent ce qu'elles écrivent, ce serait des trucs de gonzesse. Et donc, ils se sentiraient absolument pas concernés et ils verraient absolument pas l'intérêt d'écouter ça. Et donc, finalement, parce qu'un homme leur parle, et c'est horrible, c'est-à-dire que vraiment c'est horrible, mais c'est la réalité, parce qu'un homme leur parle, ils écoutent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont convaincus, je pense qu'à la fin, je les ai pas fait avancer d'1 millimètre, mais au moins déjà ils écoutent. C'est-à-dire qu'au moins c'est rentré par une oreille et peut-être c'est pas tout à fait ressorti par l'autre. On peut espérer que ça plante une petite graine microscopique qui va peut-être finir un jour par germer. Mais vraiment, il y a a priori beaucoup d'hommes, même si j'avais vraiment du mal à me le représenter, qui refusent d'entendre quand c'est une femme qui leur explique des choses, notamment au nom du féminisme. Et donc oui, je pense que malheureusement c'est triste, mais il faut s'en servir. Quand on peut avoir ce porte-voix, plutôt que de raconter des blagues salaces ou de parler de football, je pense que ça peut être pas mal d'essayer de dire des trucs. Voilà. Mais encore une fois, ça part d'un constat qui est complètement aberrant, quoi. Noëlla, parce que j'ai vu toi que tu avais fait un sondage hier, je crois, sur ton compte Insta pour savoir combien d'hommes cis justement te suivaient. Et c'était assez représentatif. Ouais. En fait, la question, c'était dans votre entourage, dans vos potes Insta, combien suivent mon compte, combien d'hommes cis suivent le compte? Et effectivement, le grand maximum, c'était 8. Et quand je regarde même moi, mon entourage, en fait,
Si j'en ai 15, c'est le bout du monde. Et en fait, c'est une question qui est hyper intéressante. On a tellement dévalorisé le féminin. Le patriarcat a tellement dévalorisé la parole des femmes et tout ce qui provient des femmes qu'on en arrive à un point où, au moment de parler de féminisme, on préfère écouter un homme. Bah ouais, mais en fait, le problème, c'est que du coup, même ça, il faut le déconstruire. Alors, comment on fait? Parce que du coup, les hommes préfèrent écouter des hommes. Donc, effectivement, c'est problématique. Heureusement, il y a des hommes qui créent du contenu qui est totalement OK. Voilà, c'est chouette. Le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils créent du contenu OK alors qu'il ne l'est pas du tout. Et pourtant, du coup, on va leur donner du crédit, on va les écouter alors que potentiellement, il est problématique. Je pense qu'il y a vraiment En fait, c'est toujours la question de faire ensemble. Il faut faire ensemble. C'est-à-dire que si moi, en tant que femme, j'ai des choses à dire, je vais pouvoir normalement trouver quelque part un allié qui va porter ma voix. Pas qui va parler à ma place, mais qui va dire « Attention, elle a des trucs à dire et c'est hyper cool et il faut l'écouter. » Et en tant qu'homme, à l'inverse, si j'ai envie de prendre la parole sur des sujets, comment je peux toujours m'aider d'une femme, avoir une femme pas loin de moi, derrière moi, qui puisse surveiller que je ne vais pas faire un faux pas et dire des conneries en fait. Nous, on a voulu avec Quentin des déconstructions masculines, on a voulu créer un groupe de parole pour les hommes parce qu'à un moment donné, moi je me suis dit, et j'ai toujours envie de le faire et je vais continuer cette idée-là, d'ouvrir des cercles de parole pour les hommes pour qu'ils puissent avoir des choses à dire, mais c'est hors de question de créer des boys clubs qui parlent ensemble de déconstruire je ne sais quoi, tout et mille choses à la fois et de parler de sujets qui en fait, sans qu'il y ait un regard à un moment donné de quelqu'un qui dise « Non mais là les gars, ça va pas ». Donc c'est comment en fait on s'aide et c'est faire ensemble en fait pour moi. Et puis de toute façon c'est symbolique aussi du féminisme qui valorise le collectif, qui valorise l'adelphité, qui valorise le faire ensemble tout simplement. Donc un homme qui a une voix, il va donner sa voix à une femme, il va l'aider à porter et pas sans parler pour elle. Et quand un homme a besoin de parler, il a envie, il a des choses à dire et ça a du sens parce qu'il sera plus écouté, il sera plus crédible. Il aura besoin de la légitimité d'une femme qui a un regard là-dessus, je pense. Et, du coup, est-ce que c'est pas aussi une forme de dépendance des mouvements féministes et des féministes de devoir compter sur les hommes et le fait qu'ils nous passent le micro, en gros, alors qu'on pourrait, il y en a qui disent qu'on pourrait très bien se débrouiller sans et voilà, et ça rejoint aussi la question des espèces que je voulais vous poser aussi, des espèces en non-mixité, mais pour les féministes. Pour moi, ce n'est pas de la dépendance, c'est de l'autodépendance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne que les hommes sans les femmes sans les hommes et tout le reste du spectre qu'on oublie, et c'est quand même un truc de fou, on est interdépendants les uns des autres en fait. Et moi, ce mythe de la féministe qui se sort toute seule de la condition dans laquelle on l'a mise, elle s'est mise toute seule, elle doit sortir seule. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'à un moment donné, on nous a mis là, on m'a mis à cet endroit-là. Il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, ceux qui m'ont foutu les pièges dans les pieds, ils ne mettent pas à en sortir, quoi. Et donc, pour moi, ce n'est pas au service de qui que ce soit. Enfin, on s'aide, en fait. C'est de l'entraide. Ce n'est pas dépendre de qui que ce soit. Moi, je n'ai pas l'impression de dépendre d'un mec qui a plus de followers que moi et qui pourrait dire des trucs à ma place. Je ne me sens pas du tout dépendante de lui. Par contre, si il veut être cool et qu'il veut servir à quelque chose, il peut prendre 2 minutes pour, je sais pas, partager mon compte, dire voilà, là il se passe des choses, ou mon compte ou celui des autres féministes qui font du contenu en fait. Et après vas-y Thomas, je te laisse. Oui, moi je me dis toujours que si on laisse, la non-mixité, elle a plein d'avantages et plein de bienfaits, c'est incontestable. Mais laisser les femmes, se dire que les femmes peuvent se débrouiller toutes seules 100% du temps, se réunir et faire avancer la société seules, c'est déjà se dire que vraiment tous ces combats-là sont uniquement des trucs de femmes. Et c'est vraiment faire que les hommes vont se sentir encore moins concernés. C'est-à-dire que c'est des gros bébés. Alors effectivement, les hommes ont 1 milliard de choses qui peuvent leur être reprochées. Mais si en plus on leur dit à tous, restez de côté, on avancera sans vous, ils vont encore plus s'en foutre qu'actuellement, quoi. Et en plus, moi, je me pose toujours, en tant que père de famille, la question des générations futures. Et je me dis,
En fait, le boulot, il est là aussi chez les parents actuels, et j'insiste, les parents, donc les mères et les pères, dans l'éducation des générations à venir. Et je pense que j'ai beaucoup plus de boulot, et d'ailleurs, ça m'inquiète beaucoup plus sur l'éducation de mon fils que sur celle de mes filles. Mes filles, je vais leur apprendre plein de trucs, et je vais aussi leur apprendre à essayer de se défendre contre certaines formes d'oppression. Mais mon fils, je suis terrifié à l'idée qu'il devienne effectivement un petit soldat du patriarcat, et à l'idée que ça puisse être un agresseur, ou à l'idée qu'il puisse reproduire certaines des erreurs que moi j'ai pu commettre. Enfin, et du coup, je ne peux pas décider que lui, je le laisse de côté. Et parce qu'en fait, je pense que ça peut être lui aussi un acteur du monde plus égalitaire de demain. Et d'ailleurs, je pense que pour élever correctement des enfants dans cette voie-là, il faut que les parents eux-mêmes, et pas uniquement les mères, soient également éveillés à toutes ces valeurs-là. Et donc, si dans un couple, on estime que seule la femme est tributaire de toute l'éducation féministe, et qu'on en exclut les hommes, enfin, je veux dire, voilà, on ne pourra jamais avancer. Effectivement, dans le monde, il y aura toujours des hommes et des femmes, et d'autres gens. Si on n'inclut pas un peu tout le monde à différents degrés, effectivement, en laissant des temps de non-mixité, etc., etc., je pense qu'on n'avancera jamais vraiment, en fait. Et là, du coup, si tu voulais rebondir sur la non-mixité. La non-mixité, en fait, je pense qu'il faut juste consentir à ne pas être partout tout le temps. Et qu'il y a des moments pour tout. En fait, c'est comme le silence, c'est comme se taire. Quand est-ce que je me tais, quand est-ce que je parle? Il y a des moments pour être ensemble, dans un entre-soi qui fait du bien, dont on a besoin. Et il y a des moments pour partager le reste avec tout le monde, sans barrière de genre. Et je pense que quand les colleuses féministes, elles se réunissent en non-mixité pour travailler ensemble, pour être dans un collectif, pour se donner de la puissance, se donner de la force, de l'amour, et pour aller avoir le courage d'aller poser des affiches sur les murs, et qu'elles ont envie d'être seules pour faire ce combat-là, il faut respecter ça. C'est normal. Et comme moi, je me suis posé la question au moment de faire ces cercles de parole, où je me suis dit, bon, en fait, moi, ça m'intéresserait de donner la parole à des hommes, de travailler avec eux et qu'ils soient entre eux, avec ma présence, mais à un endroit de médiation. Moi, ça m'intéressait parce qu'on le sait très bien que quand on est entre personnes transgenres, quand on est entre personnes du même genre, on est plus à même d'aller loin dans des choses qui nous touchent, de travailler ensemble. Il se passe des choses différentes. Il se passe aussi d'autres choses quand on est dans la diversité, mais il ne faut rien exclure, je pense. Et je pense qu'il faut respecter, bien évidemment, la non-mixité quand elle est souhaitée totalement, quoi. Et du coup, à tous les endroits. C'est-à-dire que pas seulement pour certaines catégories et pas d'autres, quoi. On a tous le droit de se réunir à un moment donné et ensuite de se retrouver. Enfin, il n'y a pas de problème pour ça. Et du coup, là, dans ce sujet des alliés, il y a déjà les hommes qui au quotidien se déconstruisent, etc. Et il y a aussi les hommes après qui veulent vraiment s'impliquer dans les combats féministes. Et du coup, là, quel terme on emploie? Pour revenir un peu à ce qu'on disait au début, est-ce qu'on peut toujours employer le terme de homme féministe ou pro-féministe ou allié des féministes? Comment se placer? Et comment éviter aussi ce piège que j'ai pu voir à plusieurs endroits de un peu la souffrance masculine, où en gros les hommes finalement souffrent autant que les femmes du patriarcat, et c'est pour ça qu'ils doivent s'impliquer, alors qu'en fait c'est pas le cas. Comment nommer, c'est compliqué. Moi, c'est pas des questions que j'ai arrêté de me poser, mais je pense qu'il n'y aura jamais de dénomination convenable à partir du moment où, c'est ce qu'on disait au début, à partir du moment où on se donne soi-même une dénomination, c'est déjà là, il y a déjà un problème à ce niveau-là, donc on peut s'appeler comme on veut, ça changera pas grand-chose et ça n'ira jamais. Et au niveau de la deuxième question, alors oui, les hommes peuvent souffrir de certaines injonctions à la virilité, et ils en souffrent, mais encore une fois, tout est une question de degré, et il faut avoir la décence de se rendre compte que cette souffrance-là, elle est absolument minuscule par rapport à la somme des souffrances endurées par les femmes à cause de la société dans laquelle on vit. Donc oui, les hommes ont des petites choses à gagner dans le combat féministe, de pouvoir justement ne plus plier sous ces injonctions-là, à la virilité et autres.
Mais oui, effectivement, un petit peu de décence, quoi. Alors après, les hommes dans les cercles, quand ils veulent vraiment militer activement, et ben là aussi, c'est un peu l'école de. Ça fait pas mal de bien pour l'avoir expérimenté à de nombreuses reprises. C'est quand même l'école de l'humilité. Ça fait pas de mal parce qu'on en a besoin pour beaucoup d'entre nous. C'est qu'effectivement, même si on a déjà compris qu'on n'allait pas être le porte-voix et qu'on n'allait pas être au premier rang, bah on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes déjà qui ne voient pas forcément d'un bon œil le fait qu'on soit là, parce que justement, même si la non-mixité n'a pas forcément été fixée comme un principe de telle ou telle association, elles se disent qu'en présence d'hommes, elles vont être moins à l'aise, moins libres de leurs paroles, moins libres de leurs actes ou de leurs décisions. Et puis, il faut vraiment apprendre à accepter d'être le type qui fait le café, qui fait les tâches un peu ingrates, entre guillemets, pendant que les femmes vont prendre les décisions. Ou le type qui va garder les enfants pendant que les femmes vont pouvoir se réunir ou aller manifester. Il faut accepter tout ça. Ça semble dérisoire, mais quand on n'y a pas été habitué dans son éducation ou autre, c'est pareil, c'est un pas en avant aussi, quoi. Noëlla. Oui, sur la question de comment on se définit au moment où on dépasse le quotidien, finalement, parce que c'est ça, hein, quand j'agis déjà dans le quotidien et que j'ai envie d'aller plus loin, je vais m'intégrer des groupes de réflexion, je vais peut-être aller manifester, tout ça. Simplement, je vois pas, moi, ce que ça change quand je vais me manifester, moi, à titre personnel, hein, quelle que soit la raison pour laquelle je vais manifester, je n'ai pas besoin de me dire je vais manifester en tant que quoi. Non, je ne vais pas manifester en tant que féministe, en tant qu'antiraciste, en tant qu'anticapitaliste. Quelle que soit la manif à laquelle je vais, je n'ai pas besoin de ça pour aller prendre mes jambes et aller manifester. En fait, je n'ai pas besoin de me définir. Donc, qu'on agisse dans le quotidien ou qu'on agisse au niveau des luttes concrètes, plus politiques, plus militantes, à ce moment-là, la discussion est la même. C'est-à-dire que pour moi, c'est un non-sujet. Et je trouve ça épuisant de devoir définir ce que sont les hommes, est-ce que ce sont des pro-féministes, qui doivent se dire alliés. C'est fatigant. Moi, j'en ai marre de cette discussion. Mais je comprends que vous posiez la question. C'est pas un problème. Hein. Je peux en parler quand même. Il va rien m'arriver. Mais je trouve ça un peu fatigant de parler de comment devraient se dire les hommes. Faites des trucs. Faites des choses, en fait. Faites des choses. Positionnez-vous correctement. Il y a plein de travail à faire. Il y a plein de choses à faire. Et ensuite, peut-être qu'on verra si il faut dire pro-féministe allié ou féministe tout court. Moi, j'ai plein de gens qui me disent pourquoi ils ne peuvent pas se dire féministes. Les gens ne comprennent pas. Alors, il y a plein d'arguments. Il faut les dérouler à chaque fois. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une question qui mène à l'épuisement et qui empêche d'avancer plus loin dans qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour agir, quoi. Donc, juste aller en manifestation, ne criez pas dans les haut-parleurs, soyez gentils, donnez de l'amour, lisez des contes, lisez ce que les femmes, elles ont à dire. Et ça va bien se passer. Vous n'avez pas besoin d'avoir une étiquette pro-féministe alliée ou je ne sais quoi. Et c'est vrai que moi, je m'en veux un peu parce que mon compte s'appelle Nos alliés les hommes. Donc, évidemment, je donne une tendance et je déploie un mot et du coup, qui s'accompagne de plein de concepts. Et on peut se dire, bah, du coup, Noëlla, elle pense que les hommes, ils doivent se dire alliés. Sauf que non, en fait, c'est juste, on en a marre de ça. Peut-être que je vais changer de nom de compte, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est une question qui prend beaucoup de temps et qui occupe pas mal d'espace, notamment quand on rencontre des gens pour la première fois dans les soirées ou autres, et qu'en plus un type en face nous balance qu'il n'est pas féministe mais égalitariste, où là c'est encore pire, et où ça prend toute la place, encore une fois, il y a plein de sujets sur lesquels on a envie de débattre, et peut-être même on peut envisager de ne pas être tout à fait d'accord, mais en fait ça prend du temps, quoi. Et encore une fois, moi je pense que les hommes, il doit être possible à certains moments, au moment approprié, de les mêler à certaines luttes. Mais si la place prise par les hommes, c'est savoir comment on va les étiqueter, bah franchement, effectivement, il vaut mieux qu'ils restent sur le côté, quoi. Ça sert à rien. C'est juste, ils vont encore, c'est juste ralentir encore une fois les combats qui sont en train d'être menés, les avancées intellectuelles. Donc, ouais, les étiquettes, à un moment, c'est normal de se poser la question.
c'est normal aussi à un moment de se dire passons à autre chose. Et comme tu disais, je suis moi et je suis là en tant que moi-même. Et comment on me définit, c'est pas si important. J'ai une petite question, Noëlla, justement, pour rebondir sur l'épuisement. Comment on fait pour préserver sa santé mentale quand on est une femme ou une minorité de genre et qu'on est dans de l'éducation un peu constante, et comment on prend ce recul-là et se dire, bon, ok, là, j'arrête parce que c'est juste trop pour moi. Ben, en vrai, je ne sais pas trop répondre à cette question parce que j'ai tellement le nez dedans que c'est très compliqué pour moi de prendre du recul et de dire voilà comment on fait. Moi, en fait, je me suis tellement mis en colère. Plus les années ont passé, plus c'était de pire en pire. Hein. C'était carrément la dégringolade. Il y a un moment donné où, en fait, quand on déconstruit beaucoup, on voit beaucoup les injonctions et on voit beaucoup ce qui ne va pas. Et c'est une réalité. À un moment donné, voilà. Et en fait, pour moi, ce compte, beaucoup de gens le voient comme oh là là, elle prend le temps de parler de tout ça. Moi, je le vois vraiment comme un exutoire. Je le vois vraiment comme j'ai besoin d'aide. Je vais m'aider toute seule. Je vais écrire mon plan d'action. Je vais écrire, je ne sais pas en fait ce qui me fait du bien, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, ce que j'aurais aimé que les mecs sachent avant de faire des trucs complètement nuls. Et je le vois vraiment comme une libération en fait. C'est pas du tout. J'ai pas l'impression, au contraire en fait, parce que du coup, j'écris ce que j'ai à dire, je propose des pistes et je lance des choses comme ça en me disant peut-être que ça atteindra une oreille et peut-être qu'il y aura des gens qui se diront bah oui, moi aussi j'aurais bien aimé qu'on dise ça à mon mec ou à mon mari ou à mon frère ou enfin voilà. Et je le prends vraiment comme ça quoi, en me disant en fait je peux pas être en colère tout le temps. Je suis toujours très en colère, je vous rassure. Hein. Je n'arrête pas d'être en colère dans le quotidien. Mais ce compte-là, il me permet justement de faire des petites bulles et de dire, bon, alors aujourd'hui, de quel sujet je vais parler? Tiens, on va parler parler ou agir. Voilà. Et je vais dire ce que j'en pense. Et puis, ça me fait du bien, en fait. Juste. Donc, et puis ensuite, de voir qu'il y a des hommes qui m'écrivent, qui me posent des questions, qui me parlent concrètement de ce qui leur arrive dans la vie, qui me disent bah là il s'est passé ça avec une collègue, j'aimerais bien qu'on en parle. Et bah moi ça me fait trop du bien. Je me dis ah bah c'est cool en fait. Enfin, en fait ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui se disent bah je vais peut-être pouvoir aller plus loin. Et en fait c'est plutôt du positif en vrai. De temps en temps je râle parce que du coup bien évidemment il y a toujours des gens qui ont des choses à dire, qui font des critiques, qui disent qu'ils sont pas d'accord. J'ai envie de dire bah ok on n'est pas d'accord, c'est pas grave, ça va bien se passer. Il y a aussi faire attention à tous les mots qu'on emploie parce que quand on écrit des choses, bah, c'est gravé hein, quand même quelque part. Donc après je suis sur Instagram, donc j'ai la chance de pouvoir supprimer les articles et réécrire quand c'est problématique. C'est beaucoup de remise en question et voilà. Mais en fait moi ça me fait grandir et puis je suis dans cette espèce de cercle là. Je suis dans ma grosse boule de neige puis je continue donc je me dis que en fait c'est plutôt positif tout ça quoi. Si je peux dire un truc sur le burn-out militant, ou en tout cas l'épuisement, c'est un truc auquel nous les hommes, on doit faire attention, c'est que moi je me vois arriver, on va dire, bébé allié féministe, qui est très bien intentionné, qui veut faire de son mieux, qui veut apprendre plein de choses. Et sur les réseaux sociaux, je me suis vu à plein de reprises m'engager dans des conversations plutôt apaisées, et puis demander à telle ou telle militante de me fournir une ressource ou une autre parce que j'aimerais bien aller plus loin. Et puis avoir été assez effaré les premières fois en me disant, mais en recevant une réponse où on me dit, non mais attends, en gros, je suis pas là pour t'éduquer, débrouille-toi, les moteurs de recherche, ça existe. Et sur les premières fois, j'avoue que j'ai pas compris. Je me suis dit, mais attends, on est en train de discuter paisiblement, je montre que je fais un effort, voilà, je montre que j'ai envie d'aller plus loin. C'est quand même dommage de cesser à ce moment-là et même de me le dire de façon un peu virulente. Et en fait, on comprend, on met du temps, hein, on comprend que les militantes, celles qui font même le travail pédagogique comme celui que fait Noëlla par exemple, elles sont parfois sollicitées toute la journée pour ce genre de choses. On leur demande de trouver un lien vers telle notion ou de leur conseiller le livre qui sera le plus à même de faire leur éducation. Et à un moment, elles ne peuvent pas, parce que déjà, pour la plupart, c'est un travail bénévole qu'elles font. Et puis, parce que
effectivement, le travail militant des hommes, il consiste aussi à des fois aller chercher ses propres ressources. Il existe plein de choses il existe des tas de blogs, il existe des tas de livres, il existe des tas de comptes Instagram et des podcasts. Et, voilà, et tout n'est pas à apprendre. Et après, justement, il faut aussi apprendre à trier soi-même, ce qui n'est pas simple au début. Mais voilà, on ne peut pas toujours compter sur les femmes et sur les militantes pour faire notre éducation et pour être disponible 24 heures sur 24 quand on a besoin de telle ou telle référence. Et encore une fois, c'est super bien d'être bien intentionné, c'est même essentiel, mais ça suffit pas, et c'est pas parce qu'on est bien intentionné qu'on va toujours être bien accueilli, et il faut pas mal le prendre, il faut aussi se demander pourquoi parfois on n'est pas toujours bien accueilli. Et par rapport à ça, en fait, je pense que quand on a un compte militant, alors moi du coup, le mien, et je le dis, que venez me poser des questions. En fait, moi, je veux être là pour ça, justement. Mais les autres posent aussi des limites. En fait, c'est toujours important quand on va sur un compte militant de lire la présentation. En fait, c'est comme quand tu lis un livre et que tu lis la préface. Très souvent, on ne le fait pas, on oublie de le faire. Mais en fait, il y a plein d'informations sur pourquoi les personnes font ça, quelles sont leurs démarches et quelles sont leurs limites, en fait. Et ces limites-là, il faut les respecter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une militante qui produit du contenu, ça ne veut pas dire qu'elle est tout le temps là pour vous répondre et trouver effectivement, comme tu dis, le livre super bien pour le cas de cette personne qui veut travailler spécifiquement sur ce concept-là. Non, en fait, fais une recherche bibliographique, va à la bibliothèque, demande à quelqu'un qui est là pour ça, en fait. Et donc, du coup, ouais, sur la question du burn-out, je pense que j'y suis pas encore parce que mes limites, elles sont assez claires et j'ai pas trop de problèmes aussi à les poser et à dire stop quand c'est trop, quoi. Non, mais des fois, je galère, hein. Des fois, c'est dur. Surtout quand on reçoit des critiques qui n'ont aucun sens. Enfin, on m'a encore reproché aujourd'hui de ne pas être assez gentille. Et alors, tu n'arrêtes pas de parler d'amour, donc… Alors que voilà, c'est clair. Voilà, avant de passer, parce qu'on a eu pas mal de questions, enfin quelques questions intéressantes sur Facebook, je crois. Moi, j'ai une question, une dernière question. Est-ce que finalement les alliés peuvent apporter quelque chose en plus au combat féministe? Bah, Il n'y a rien qui vient là tout de suite. Apporter, en fait ça serait même prétentieux de prétendre pouvoir apporter quelque chose en plus. Il faudrait déjà qu'on fasse notre travail, qu'on se comporte bien, qu'on aide, qu'on soit des soutiens, qu'on fasse preuve d'empathie. Enfin, en fait, c'est un peu tout ce qui a été dit récemment. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter en plus, quoi? Enfin, on n'est pas des super-héros, encore une fois, et on n'est pas là pour être les glorieux libérateurs des femmes. Donc, non, je pense qu'en fait, il faut apprendre aussi à rester humble, enfin, ou à devenir humble et modeste, et se dire que déjà, si on fait gaffe à comment on se comporte, et si on convainc les gens autour de nous, les mecs autour de nous, de se comporter mieux, et si après, voilà, ça sera déjà énorme. Et que chercher le toujours plus à un moment, c'est encore une fois essayer de se remettre en avant, et c'est pas souhaitable. Alors moi, mon avis, c'est que apporter plus sur la question des concepts de la production, de réflexion, de pensée autour du féminisme, tranquille. Effectivement, là, je rejoins assez Thomas sur… en fait, là, pour le coup, sur la pensée, je pense que les féministes doivent… en fait, sont tout à fait les personnes les plus légitimes à créer du contenu, à créer de la pensée. Par contre, là où je pense que les alliés, et on l'a dit tout à l'heure, peuvent être utiles, non pas ajouter quelque chose de plus, mais donner de l'élan, donner de la voix, donner du crédit, en fait. Je pense qu'on le sait, nos médias, ils sont dirigés par des hommes blancs, qui donnent la voix à qui, et donner du crédit aux personnes qui sont légitimes de parler à ces moments-là, c'est la chose dont on a besoin. Donc pour moi, la question, c'est… En fait, c'est toujours pareil. En plus, aujourd'hui, on est en 2020. Je veux dire, il y a des mecs qui gagnent des élections présidentielles avec Twitter et Facebook. Donc, à un moment donné, pour faire bouger les choses, il faut donner de la visibilité aux personnes qui sont concernées et qui luttent, en fait. Donc, pour moi, un homme et les alliés, le jour où on en aura vraiment, ils nous donneront la parole, on sera médiatisé et on pourra dire les choses et être entendu. Donc, c'est ça, c'est pas ajouter des choses en plus, c'est pas rajouter du contenu, c'est juste envoyer ce contenu en masse au plus grand nombre de personnes, je pense. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis.
En fait, en t'entendant parler, je me dis, tu parles de donner, et en fait, qu'est-ce qu'on peut donner? Il y a quelque chose qui revient souvent, mais qu'on n'a pas dit, c'est que si on peut, et j'insiste bien, si on peut, donner de l'argent, Bah, financer des par actions, exemple. dont la vôtre, mais il y en a plein d'autres, financer des cagnottes. Il y a des cagnottes, on en voit passer malheureusement toutes les semaines, voire tous les jours, de femmes qui ont été obligées de quitter leur foyer parce qu'elles ont subi des violences ou parce que voilà, il y a des tas de raisons. Il y a des personnes trans qui ont parfois des opérations à financer qui sont très importantes pour elles. Il y a eu récemment pas mal de cagnottes que ce soit pour la famille Traoré ou d'autres. Il y en a plein partout. Et il y a des comptes qui recensent ça très bien. Et donc, si on le peut, et encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde, et si on a le privilège de bien gagner sa vie et d'avoir un budget qu'on peut accorder à ça, il faut le faire. Et encore une fois, on peut le faire sans s'en vanter, sans s'en gargariser, parce que c'est pas le but. Le but n'est pas qu'on me dise bravo, tu as un bon petit palier féministe, tu as donné tant d'euros à tel assaut, mais c'est aussi de le faire simplement en se disant bah voilà, j'ai contribué, en plus j'ai contribué silencieusement, et du coup, il y a un double effet positif, quoi. Oui, et pardon, je rajoute du coup, effectivement, donner de l'argent aux cagnottes qui viennent en aide à des personnes qui sont dans des situations hyper délicates, difficiles, voire, vous m'avez compris, ou alors, et du coup, donner de l'argent aux cagnottes à des personnes qui ont des projets, des féministes qui ont des projets, qui ont décidé de créer un podcast, qui ont décidé de faire un film, qui ont décidé de, je sais pas, monter une radio ou de faire un compte Instagram. Voilà, en fait. Et on peut nous dire, bah ouais, vous voulez que de la thune, mais en fait, à un moment donné, l'argent aujourd'hui, enfin, on est dans un pays, un système capitaliste, c'est le nerf de la guerre, quoi. Donc, pour sortir les gens de situations difficiles et pour derrière donner de la visibilité et du poids aux paroles des concernés, il faut passer par là, effectivement. Mais des fois, on départage aussi, ça peut déjà être ça, quoi. Ouais. Du coup, on a des... Vas-y, Andrea. Oui, désolé. On a relevé une première question que je trouvais intéressante, du coup, qui est pourquoi les hommes renonceraient-ils à leurs privilèges? Pour quelles raisons voudraient-ils se déconstruire? Est-ce que vous avez une potentielle réponse à Alors, apporter? ça, c'est une discussion que j'ai déjà eue à plusieurs reprises, y compris avec des hommes qui partageaient mes valeurs et mon envie de modestement aider à essayer de faire changer un peu les choses. On n'est pas forcément d'accord là-dessus. Moi, je pense que les hommes n'ont pas grand-chose à gagner au féminisme, parce qu'en fait, ils ont déjà à peu près tout. Et même en réalité, si on imagine ce moment où on accédera enfin à l'égalité, en l'an 2719 à peu près, en fait, en réalité, on va forcément y perdre. On a des privilèges. C'est-à-dire que ça veut dire que par rapport au truc normal, on a plus. On est comme des enfants qui auraient trop de jouets. À un moment, il va falloir accepter qu'on nous en reprenne un peu. Euh, et, et, et c'est comme au niveau de l'inégalité salariale. On peut espérer que les femmes soient payées plus, mais peut-être qu'à un moment, juste pour des raisons de budget et de bon sens, peut-être qu'il faudra que pour que les femmes soient payées plus, et donc autant que nous, bah nous, on soit payés légèrement moins, même si j'aimerais bien que ça ne soit pas le cas, mais l'argent n'est pas magique. Voilà. Donc, les hommes, je pense que à part le fait de devenir des meilleures personnes, ce qui est évidemment très important, les hommes ont pour moi pas grand-chose à gagner au féminisme parce que, encore une fois, ils sont déjà sacrément vernis. Et si on s'engage dans des luttes et dans des réflexions féministes en se disant je le fais parce que je vais gagner ça, je crois qu'on ne le fait pas pour les bonnes raisons, en fait. Oui, je partage assez ce point de vue. En fait, aussi la question de pourquoi vous voulez gagner quelque chose, en fait. Nous, on est dans la merde, donc on n'a rien gagné du tout. On est perdant à tous les niveaux, donc à un moment donné, vraiment, il vous faut quelque chose. Vous voulez quelque chose. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, d'autre part, ce qui est très contradictoire du coup avec ce que je viens de dire et avec ce que dit Thomas aussi, c'est qu'en fait, vous avez à gagner. Un homme aujourd'hui qui se dit en tout cas, qui agit tel un allié qui fait les choses bien, il a à gagner en fait à ça. Il a à gagner tout simplement si on inverse l'échelle des valeurs de ce que la société nous transmet. Aujourd'hui, gagner de l'argent,
c'est le truc le plus important du monde. En fait, si on inverse un petit peu nos valeurs, écraser l'autre et qu'on le remplace par recevoir de l'amour, ben, en fait, vous avez à gagner. Il y a à gagner des choses. Et du coup, pour moi, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'en réalité, les grands gagnants de tout ça, pour moi, ça reste les hommes parce qu'une fois qu'on aura inversé les valeurs et qu'on aura des alliés, on sera ensemble là-dedans. On sera ensemble dans ce qu'on aura créé de fantastique. Si un jour ça arrive, je veux dire. Si on imaginait une société dans laquelle tous les genres étaient égaux et qu'on arrivait à avancer ensemble avec d'autres valeurs, tout le monde serait gagnant. Donc, bien évidemment, en passant par je fais une croix sur certains de mes privilèges, voire sur tous mes privilèges, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, je perds des choses, mais c'est toujours pour en gagner ensuite, quoi. Donc, moi, mon avis, c'est qu'il faut arrêter de se demander ce que les hommes ils ont à gagner et qu'ils agissent, quoi. Tout simplement. On a une autre question pour revenir sur les boys clubs dont on a un peu parlé. Quelqu'un qui nous demande pourquoi les hommes ne pourraient pas en discuter entre eux. Ce n'est pas bien d'en parler, on n'est pas légitime. Point d'interrogation. Parler de quoi? Justement du fait d'être alliés, de comment se déconstruire, etc. Pourquoi ils ne pourraient pas en parler entre eux? Non, mais parce que je pense que c'était par rapport à cette idée de boys club de, en gros, régler le problème entre personnes problématiques et pas avoir des personnes concernées qui en parlent aussi. Moi je suis toujours assez. J'ai un rapport compliqué à ça et au groupe d'hommes, qui est un truc sur lequel je travaille même à titre personnel actuellement. Peut-être que ça peut faire naître des choses intéressantes, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de risques. Et d'ailleurs, j'ai vu dans le live Facebook quelqu'un citer Francis Dupuy-Derry, qui est vraiment un vrai penseur des masculinités qui est du Québec, et qui, dans un de ses livres, expliquait, alors effectivement, c'est il y a, je sais pas, 50, 60 ans, et donc peut-être que ça a changé depuis, mais il expliquait qu'il y a eu des groupes d'hommes qui sont réunis au nom du féminisme ou du proféminisme, et que ces groupes ont fini par muter petit à petit en groupes quasiment, voire totalement masculinistes, parce qu'à force d'être uniquement entre eux, ils ont fini par alimenter une sorte de rhétorique dans laquelle ils ont fini par se dire qu'en fait, ils étaient effectivement des vraies victimes de ce qui était en train de se passer, et ils ont fini par se monter la tête et par se dire que, en fait, peut-être qu'il y avait une domination féminine en fait qui existait et qu'ils étaient un peu les dindons de la farce. Et ça, ce schéma-là, a priori, on l'a pas observé qu'une fois, mais il a été observé à plusieurs reprises, dans plusieurs lieux, à plusieurs époques. Et donc, je dis pas que tous les groupes d'hommes non mixtes sont amenés à devenir des groupes masculinistes. Je dis juste que animer un tel groupe, ça doit demander vraiment beaucoup de finesse et beaucoup d'agilité pour qu'on finisse pas par être dans effectivement un entre-soi totalement improductif dans lequel on va finir juste par chouiner sur le fait que je sais pas, soit par se dire juste ouin ouin, on est des vilains dominateurs et on se flagelle, soit se dire, voilà, moi j'ai peur que tout ça soit vraiment très stérile. Je dis pas que c'est pas possible, il y a des initiatives régulièrement de groupes d'hommes qui essayent de se monter avec beaucoup de bonnes intentions. Je dis juste que pour l'instant, on ne m'a pas encore prouvé que ça pouvait amener quelque chose. Mais je sais que c'est une opinion qui est très discutée et très discutable. Ouais, moi je suis assez radicale sur la question en fait. Moi je pense qu'il ne faut pas faire ça. Alors bien sûr, parler tu as une soirée entre potes, tu es entre potes, ma foi, déjà posez-vous la question de pourquoi il n'y a pas une seule nana avec vous, une seule personne autre que homme cis déjà. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Je veux dire ça, moi j'invite tous les hommes à se poser ces questions-là. Pourquoi, si c'est le cas, il n'y a pas de femmes à nos soirées? Où sont les autres? Où sont les autres personnes des autres genres? Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, quand il s'agit en plus de déconstruire les masculinités, de se poser des questions, parce que déconstruire les masculinités, c'est pas un truc d'homme, hein, c'est issu du féminisme aussi. Il faut aussi remettre les choses. Je veux dire, les hommes ne sont pas réveillés en disant si on se pose des questions sur la virilité, il y a peut-être un problème. Tout ça, c'est le féminisme en fait. Donc, discuter de féminisme sans féministe, sans une personne autre qu'un homme cis qui vit la même chose, c'est-à-dire si je suis moi, mais c'est pareil pour moi, si moi je suis une femme blanche, je fais des soirées entre femmes blanches pour parler, je ne sais pas, d'antiracisme,
Bien sûr, on va me dire, Noëlla, ça ne va pas du tout, qu'est-ce que tu fais? Et c'est la porte ouverte à n'importe quoi, parce que je ne sais pas ce dont je parle. En fait, je ne connais pas mon sujet. Du coup, être un homme et parler de féminisme entre hommes, mais ils disent quoi en fait? Ils se disent quoi entre eux? Moi, ça me sidère, ça me fascine en fait. De quoi sont faites ces discussions? Qu'est-ce qui peut avancer? Qu'est-ce qui peut sortir de ça? Je sais pas, parce que du coup, il y a un entre-soi et du coup, on se regarde le nombril et on parle de ce qui nous arrive à nous, puisqu'on ne peut pas parler de ce qui arrive aux féministes. C'est pas vrai. On ne le sait pas vraiment en fait quand on le vit pas. Donc, enfin, ça me gêne beaucoup et je vois beaucoup en plus de youtubeurs qui font ça, des trucs entre mecs, ça s'appelle carrément entre mecs, je dirais carrément appelez-le entre couilles, comme ça au moins c'est annoncé, et qui se disent on va aborder des sujets et déconstruire des choses ensemble. Et tu les écoutes, c'est rempli de trucs de phrases, de propos très problématiques, et tu te dis ben oui, les gars, hein, vous êtes entre mecs, vous faites votre truc entre mecs, et donc il n'y a personne pour vous dire bah là, tu vois, cette expression-là, bof, ou bah, ce que tu es en train de raconter, c'est carrément problématique, voire sexiste. Et donc, il n'y a personne pour vous arrêter, il n'y a personne pour avoir un regard. Alors, je ne dis pas que les hommes doivent toujours demander l'aval des femmes pour prendre la parole et des personnes des groupes oppressés, mais quand vous décidez de choisir un sujet qui sont liés au féminisme, même si c'est les masculinités, à un moment donné, vous ne pouvez pas exclure les personnes qui sont à l'origine de votre travail de déconstruction. Il faut accepter l'aide, en fait. C'est aussi ça. Et on en revient toujours à la même question. C'est-à-dire que quand c'est un homme qui parle, il a plus de crédit, donc on va plus l'écouter. Mais en réalité, si les hommes acceptaient d'écouter ce que les personnes sexisées, les femmes, les personnes à genre non-binaire ont à dire, ce serait beaucoup plus simple, en fait. C'est aussi accepter de l'aide, en fait, à un moment donné. C'est aussi accepter de dire, bah, peut-être que j'ai besoin d'un regard extérieur. Tout le monde a besoin d'un regard extérieur sur eux. Oui, C'est pas une question de faiblesse, quoi. Dans une posture d'humilité, du coup. Bien sûr, oui. Andrea, oui, malgré tout ce qu'on a dit sur le burn-out militant, il y a pas mal aussi de recommandations qui ont été faites dans la conversation du live Facebook. Est-ce que vous voulez, recommandez-vous un livre, un film, des recherches particulières, et est-ce que vous avez un petit mot pour la fin, quelque chose à rajouter pour clôturer cette masterclass? Bah moi, alors, je vais rien vous apprendre, mais voilà, déjà, essentiel. Non, mais vraiment, les coups sur la table, je vais apprendre à personne que ça existe, enfin, je pense. Si vous n'en avez jamais entendu parler, il est temps de vous y mettre. C'est un podcast fabuleux qui continue, moi, à m'apprendre énormément de choses et dont j'attends chaque nouvel épisode avec une grande impatience parce que j'en ressors toujours plus intelligent et plus déconstruit. Et le livre est un vrai complément, c'est-à-dire que c'est pas juste le podcast à l'écrit. Ça revient, c'est une entreprise de vulgarisation hyper bien faite, hyper fine de tous les sujets liés aux masculinités. Donc vraiment, je vous le conseille. Il vient de sortir, je ne suis pas l'attaché de presse, il vient de sortir en version augmentée avec des ajouts liés à la dernière saison du podcast. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis, j'ai 2 autres livres à vous conseiller qui sont un petit peu moins connus, enfin, voire beaucoup moins connus. Justement, ce petit livre, vous ne voyez pas d'ici, mais il est assez petit, Le Boys Club de Martine Delvaux, qui est une prof de littérature québécoise. Et par pas mal de petits chapitres, et notamment avec plein d'exemples liés au cinéma et aux séries, elle parle justement de ces groupes d'hommes, de cette non-mixité, de ce qu'elle peut apporter de toxique et de néfaste. C'est un livre qui est sorti cette année, je crois, en France, dont on n'a pas beaucoup parlé, et je trouve que c'est dommage parce que vraiment c'est une bonne porte d'entrée sur pas mal de sujets. Et le dernier, qui est un livre peut-être un peu plus compliqué et avec lequel d'ailleurs je ne suis pas 100% d'accord, mais du coup c'est intéressant aussi d'arriver soi-même à faire la part des choses. C'est celui-ci. Il y a assez peu de livres en fait qui parlent des hommes. Ça s'appelle Refuser d'être un homme de John Stoltenberg, qui est du coup un penseur américain. Et qui lui dit clairement qu'il refuse d'être, il ne veut pas appartenir à la catégorie des hommes parce qu'avec tout ce qu'elle implique de toxique,
d'hégémonique. Voilà, il refuse de faire partie de cette catégorie et donc il réfléchit à comment ne pas en faire partie. Ma comparaison va être très vaseuse, mais c'est un peu comme Monique Wittig qui dit que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Il y a un peu cette volonté-là de dire... c'est très compliqué à résumer, surtout à cette heure-ci, en fin de conférence. Mais voilà, il y a vraiment, en tout cas, une vraie entreprise de déconstruction des masculinités. Alors après, John Stoltenberg, c'est quelqu'un d'abolitionniste, c'est quelqu'un qui est anti-porno. Moi, du coup, ce sont des sujets sur lesquels, par exemple, je suis en désaccord avec ce qu'il raconte. Mais par ailleurs, sur tout ce qu'il dit, sur les injonctions à la virilité, notamment, je trouve que c'est vraiment passionnant. C'est peut-être pas le livre idéal pour commencer parce que c'est un peu ardu par moment, mais je le recommande vraiment quand même. Voilà. Alors, moi, juste avant, excuse-moi, je redis juste le nom du podcast parce qu'il y a plein de commentaires. Ils vont prendre les couilles sur la table, donc le podcast produit par Victoire Tuali. Voilà, pour les personnes qui demandaient. Désolée, Noëlla. Non. Alors moi, j'ai fait la mauvaise élève. J'ai pas du tout pris des livres. Du coup, tout à l'heure, je parlais de mon point de départ qui était la BD de Liv Strömquist. Donc vraiment, je la conseille. La sienne la sienne, je veux dire, Les Sentiments du Prince Charles. Elle a aussi fait un livre qui s'appelle L'origine du monde sur la représentation de la Veuve dans l'histoire. C'est passionnant, c'est hyper accessible. Elle a écrit un autre sur la rose la plus rouge s'épanouit, qui là vraiment traite vraiment du sentiment amoureux. Et elle est trop forte pour vulgariser des pensées et c'est génial. Je trouve que c'est vraiment un trop bon point de départ pour quand on a envie de commencer à déconstruire un certain nombre de choses. Et ensuite, moi, mon conseil, c'est juste de lire des femmes, en fait. Voilà. Lisez des femmes, écoutez-les, ce qu'elles ont à dire, des femmes, des personnes non hommes cis. Lisez tout ce que les gens, ils ont, tout ce qu'elles... C'est hyper riche. Vraiment, il y a plein de contenus, il y a plein de choses. Regardez leurs films, lisez leurs livres, regardez leur travail, leur art. Elles ont plein de trucs à dire et franchement, je pense que le plus gros travail qu'il y a à faire, c'est de revisibiliser les minorités et il faut le faire à tout prix, quoi. Donc voilà, vraiment, je crois que c'est le seul truc que je peux dire. Et puis donner de l'amour parce que ça vous coûte rien en fait. Je pense que c'est le mot-clé de la soirée, en fait. Ouais, merci. N'attendez pas. Moi, je voulais juste dire par rapport à ces conseils de lecture, nous, dans notre association, donc Humans for Women, il y a un projet de bibliothèque féministe et tous les vendredis, on fait des vendredis lecture avec des conseils de lecture et des petits résumés. Et c'est des livres que vous pouvez en plus emprunter dans nos bibliothèques féministes à Paris, pour ceux qui sont à Paris. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a plein de choses à voir, à lire, à écouter. Et on arrive vers la fin de cette masterclass. Alors, je suis désolée, on n'a plus du tout le temps pour d'autres questions sur Zoom, notamment, parce qu'en plus, vous êtes tellement nombreux et nombreuses, et du coup, ça nous fait plaisir, mais c'est aussi un peu paniquant pour donner la parole à tout le monde. Donc, est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose à rajouter, Noëlla, Thomas? L'amour. Yes. Franchement, non. Mais non, juste une chose, c'est que j'ai un peu regardé qui avait participé, en tout cas sur Zoom, et je suis content de voir qu'il y avait ce soir pas mal d'hommes parce que c'est pas toujours le cas. Donc c'est pas pour vous distribuer des cookies, mais c'est pour dire que ça fait plaisir de voir que quand même on a peut-être de plus en plus, c'est difficile d'évaluer, des hommes qui se posent des questions sur ces sujets, quoi. Voilà. Ouais. Noëlla? Pareil, je trouve ça hyper cool. Merci pour l'invitation encore. Et puis, trop bien cette histoire de bibliothèque féministe. Moi, j'adore. C'est la Féministech, je crois. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. Et non, le mot de la fin, amour. Non, vraiment, sérieux, il y a 1000 choses à faire. Je pense qu'il faut juste pas décourager, se dire et être aussi beaucoup dans l'empathie et dans la bienveillance et se dire que chacun et chacune, on fait ce qu'on peut en fait aussi. Certains plus que d'autres et qu'il n'y a pas de petites oppressions et juste il y a plein de choses à déconstruire et juste il faut qu'on le fasse ensemble, quoi. Sinon, moi, à mon sens, ça n'ira nulle part. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir été là, à Noëlla, à Thomas. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine masterclass sur ce thème des alliés. On va aborder
d'autres questions, d'autres discriminations. Super intéressant aussi. Et merci merci aux modératrices qui étaient derrière toute l'organisation de cette masterclass parce que c'était assez rude. Mais voilà, en tout cas, il y a eu des beaux échanges sur le live Facebook. Et voilà, merci beaucoup à toutes les autres bénévoles qui sont derrière toute l'organisation de cette masterclass. Je trouvais ça important de juste le dire. Et merci beaucoup à vous. Enfin, moi, c'est très passionnant. Merci de votre présence. Bonne soirée. Merci, Bonne soirée à tout le monde. bonne soirée. Salut. Au revoir. Au revoir.